Un tyran a frappé le nouveau détenu à la cafétéria. Quelques secondes plus tard, il pleurait par terre. Le coup a atterri sur Marcus Shane au milieu de la cafétéria du pénitencier d'État d'Ironwood, lui faisant tomber le plateau des mains et éparpillant de la nourriture sur le sol en béton gris. 200 détenus restèrent figés sur place, certains dégainant déjà leur téléphone de contrebande pour filmer le spectacle attendu par tous. Un autre bleu se faisant démolir par Donnie Tank Harrison dès son premier jour. Mais quelque chose clochait dans cette scène. Marcus ne cria pas, ne courut pas, ne demanda pas grâce comme les 17 autres hommes que Tank avait tabassés au cours des 8 derniers mois. Au lieu de cela, l'homme de 34 ans s'essuya simplement le sang de sa lèvre du revers de la main, ses yeux noirs fixés sur son agresseur avec une intensité qui fit reculer instinctivement certains détenus plus expérimentés. Vous avez exactement 48 heures, dit Marcus doucement, sa voix calme tranchant le silence tendu comme une lame. 48 heures avant que tout ce que vous avez construit ici ne s'effondre. Et Tank, j'espère vraiment que vous profiterez de chaque seconde de ce temps qui vous reste. Tank Harrison, 127 kilos de pure violence institutionnalisée et leader incontesté du bloc D depuis 3 ans, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance, un véritable frisson d'incertitude lui parcourant l'échine. Cet Asiatique maigrelet, 72 kilos dans une combinaison orange délavée, ne laissait transparaître aucune trace de la peur qu'il aurait dû ressentir. T'es fou ou stupide? Grogna Tank, les poings serrés à nouveau. Personne ne me menace chez moi. Personne. Marcus se pencha lentement, ramassant des morceaux de son sandwich par terre. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, le genre de discipline corporelle qui résulte d'années d'entraînement rigoureux. Pas une menace, Tank. Juste un avertissement professionnel entre, disons, collègues. La cafétéria explosa en murmures confus. Des collègues? De quoi diable parlait le bleu? Le garde Williams, posté près de l'entrée, n'intervint pas. Personne ne s'attendait à ce qu'il intervienne. À Ironwood, il y avait la loi officielle et la vraie loi, et Tank Harrison était la vraie loi du bloc D. Les gardiens avaient appris depuis longtemps qu'il était plus facile de laisser Tank maintenir l'ordre à sa manière brutale que de gérer des émeutes incessantes. Marcus Shane était arrivé à Ironwood 6 heures plus tôt, transféré de la prison fédérale de Greenfield après avoir purgé 2 ans d'une peine de 15 ans pour fraude financière. Son dossier était trop propre, d'une simplicité presque suspecte. Ancien analyste de données dans une entreprise technologique de San Francisco, aucun antécédent de violence, aucune affiliation à un gang, première infraction. Mais quelque chose dans le regard de Marcus révélait une toute autre histoire. Une histoire que Tank commençait à soupçonner de ne pas vouloir connaître. Tu sais ce que je pense? S'exclama Tank, la voix plus haute pour que tout le monde puisse l'entendre. Je pense que tu as besoin d'une leçon plus claire sur le fonctionnement des choses ici. Il attrapa Marcus par le col, le soulevant partiellement du sol avec une force brute. C'est alors que Marcus fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Pas un sourire nerveux ou désespéré, mais un sourire sincère, presque amical, comme si Tank venait de faire exactement ce qu'il attendait. Merci, murmura Marcus, si bas que seul Tank pouvait l'entendre. J'avais besoin d'un témoin supplémentaire pour le rapport. Agression physique non provoquée, usage excessif de la force, menaces explicites. Le procureur va adorer filmer chaque seconde de cette scène. Tank regarda autour de lui, confus, jusqu'à ce qu'il remarque au moins 5 téléphones de contrebande qui filmaient tous sous différents angles. Mais quelle importance! Tout le monde ici était un criminel. Personne ne se souciait de ce qui se passait entre ces murs. Les téléphones ne m'inquiètent pas, dit Tank, bien que sa voix ait perdu un peu de son assurance. Tu crois que quelqu'un ici témoignera contre moi? Tout le monde ici me doit des faveurs ou a trop peur pour parler. Marcus se libéra de l'emprise d'un mouvement rapide et précis qui trahissait un entraînement aux arts martiaux. Je n'ai pas besoin qu'il témoigne, Tank. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Au fait, comment va ton frère Chris? Il travaille toujours dans cet entrepôt de Newark? Appartement 4B sur Maple Street. C'est ça? Le sang qui coula du visage de Tank se vida littéralement. Il avait gardé toute information sur sa famille dans le secret absolu pendant tout son séjour à Ironwood. Son jeune frère était la seule personne au monde à laquelle il tenait vraiment, la seule chose pure qui lui restait de sa vie d'avant la prison. Comment as-tu? Tank trébucha, son attitude agressive vacillant pour la première fois. Je sais beaucoup de choses, Donnie, dit doucement Marcus, utilisant le vrai nom de Tank que personne n'osait prononcer dans cette prison. Je suis au courant pour les téléphones de contrebande que vous vendez 5 cents$ pièce. Je suis au courant pour la drogue qui arrive au bloc, c'est tous les jeudis à 2 heures du matin. Je suis au courant pour le garde Patterson et les 15 000 $ sur son compte offshore qu'il ne peut expliquer. Et je suis surtout au courant de ce petit problème que vous avez eu en août dernier,
quand ce gamin de 19 ans est tombé dans les escaliers et a fini dans le coma pendant 3 semaines. Et la cafétéria était plongée dans un silence total. Même les gardes semblaient attentifs, même s'ils faisaient semblant d'être occupés à autre chose. Tank tremblait, non pas de colère, mais de quelque chose de bien pire, une peur sincère. « Mais qui êtes-vous » Marcus retourna à sa place, organisant calmement ce qui restait de son repas. « Quelqu'un que vous n'auriez vraiment pas dû toucher aujourd'hui. Mais bon, on essaie tous juste de survivre ici, pas vrai? Vous faites vos choix, moi les miens. » Il mordit dans son sandwich écrasé, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas renversé le pouvoir absolu de Tank en moins de 5 minutes. Et si vous êtes curieux de découvrir comment un simple analyste de données a obtenu des informations que même les enquêteurs pénitentiaires ne possèdent pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car cette histoire de vengeance et de justice dans l'ombre du système carcéral ne fait que commencer. Tank Harrison recula lentement, mais ses yeux ne quittèrent pas Marcus. Pour la première fois en 3 ans, il n'était plus le prédateur. Il était la proie. Et alors qu'il retournait à sa table dans un coin de la cafétéria, entouré de ces hommes qui le regardaient avec un mélange de confusion et d'inquiétude croissante, Tank réalisa quelque chose de terrifiant. Ces 48 heures dont Marcus avait parlé, l'horloge tournait déjà. Cette nuit-là, dans le bloc D, Tank n'arrivait pas à dormir. Allongé sur sa couchette, les yeux rivés au plafond, il ressassait sans cesse les paroles de Marcus. Comment ce inconnu pouvait-il être au courant pour Chris? Pour Patterson? Pour le gamin qui était tombé? Tank Harrison n'avait pas toujours été un monstre. 12 ans plus tôt, il était Donnie Harrison, un ouvrier du bâtiment de Newark qui avait pris une décision catastrophiquement stupide, braquer une supérette pour payer le traitement contre le cancer de sa mère. L'employé était armé. Tank n'en avait pas. Mais Tank était plus grand, plus fort, et dans la lutte, l'employé mourut. Homicide involontaire, 25 ans. À Ironwood, il apprit vite que montrer sa faiblesse signifiait devenir une victime. Ainsi Donnie Harrison mourut, et Tank naquit. Il bâtit son empire une leçon brutale après l'autre, jusqu'à ce que même les gardes craignent de le contrarier. Mais maintenant, cet analyste maigre menaçait de tout détruire. Et Tank ne comprenait pas comment. Le lendemain matin, Marcus fut escorté à son poste assigné à la bibliothèque de la prison. Tank observait de l'autre côté de la cour, entouré de ses 4 hommes de main. Big Mike, un ancien motard de 136 kg. Carlos, condamné à perpétuité pour triple homicide. DeShawn, qui avait tué son propre père. Et Razor, dont le surnom était éloquent. On doit s'en occuper, grommela Big Mike. Ce type vous fait paraître faible, patron. Les gens parlent. Tank savait que Mike avait raison. En prison, la réputation était une valeur sûre, et la sienne perdait de sa valeur à chaque heure qui passait. Suivez-le. Découvrez à qui il parle, ce qu'il fait. Il doit bien y avoir quelque chose qui puisse nous être utile. Ce que l'équipe de Tank découvrit au cours des 24 heures suivantes les terrifia plus qu'il ne voulait l'admettre. Marcus Chen passa son service à la bibliothèque à classer les dossiers avec une précision méthodique, mais plusieurs détenus remarquèrent qu'il accordait une attention particulière au rapport d'incidents des 3 dernières années. Il ne chercha pas à le cacher. Le gardien Morrison, qui supervisait la bibliothèque, ne l'en empêcha pas. En fait, Morrison semblait presque déférent. Nerveux. Pendant le déjeuner, Marcus était de nouveau assis seul. Mais cette fois, 3 détenus s'approchèrent de lui spontanément. Tommy Liu, condamné à 8 ans de prison pour piratage informatique. James Spider Webb, un ancien journaliste d'investigation condamné pour outrage au tribunal. Et Sarah Chen, la cousine de Marcus, qui travaillait au bureau administratif de la prison. L'informateur de Tank n'entendit pas leur conversation, mais il vit Sarah glisser un dossier en papier craft sur la table. Marcus en examina le contenu sans émotion visible, puis hocha la tête. Le visage de Sarah exprimait du soulagement, presque de la gratitude. Ils sont de la même famille, rapporta Razor à Tank. La fille de l'administration? C'est sa cousine. Elle travaille ici depuis 2 ans. Tank sentit son estomac se nouer. Un lien interne. Cela expliquait une partie de la situation, mais pas tout. Ni les comptes offshore, ni les détails concernant Chris. Cet après-midi-là, Tank passa à l'action. Il coinça Spiderweb dans les douches, le plaquant contre le mur carrelé. « Qu'est-ce que Chen vous voulait ?» Spider, un homme mince d'une 50aine d'années aux cheveux gris et au regard perçant, n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air compatissant. « Tu n'imagines pas dans quoi tu t'es lancé, hein? Parle. Maintenant. » Marcus Chen n'est pas un simple analyste de données. Tank. Avant son arrestation, il travaillait pour une entreprise appelée Sentinel Analytics. Tu sais ce qu'il faisait? Il développait des algorithmes prédictifs pour les forces de l'ordre fédéral. Le FBI, la DEA et même la sécurité intérieure utilisaient leurs logiciels pour traquer les réseaux criminels.
Tank desserra légèrement son étreinte. Et alors? C'est un geek en informatique. Un geek en informatique qui a accès à des bases de données dont la plupart des policiers ignorent l'existence, poursuivit Spider. Et voilà le truc, Tank. Sa condamnation? Pour fraude financière? C'était un piège. Il a découvert que son entreprise vendait ses logiciels à des prisons privées pour identifier les détenus vulnérables destinés au programme de travail forcé. Lorsqu'il a essayé de le révéler, ils l'ont accusé de détournement de fonds. Les pièces du puzzle commençaient à former une image terrifiante dans l'esprit de Tank. Marcus s'est fait transférer ici exprès, dit Spider doucement. Ironwood est l'une des prisons du réseau. Et Tank, tu es leur chouchou depuis 3 ans. Le prisonnier modèle qui maintient tout le monde dans le droit chemin par la peur, facilitant le travail des gardiens tandis que le directeur réduit les coûts et empoche la différence. Tank relâcha Spider en reculant. C'est impossible. Personne ne se porte volontaire pour venir à Ironwood. Quelqu'un avec une mission le fait. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Spider se frotta la gorge là où Tank insistait. Cet automne-là, en août dernier, le gamin de 19 ans, il s'appelait Daniel Reeves. Il devait témoigner sur le programme de travail avant de tomber, accidentellement, dans ses escaliers. Sa mère enquête sur cet incident depuis 8 mois. Devinez qui elle a engagé? Non. Sentinel Analytics. Ou ce qu'il en reste. Marcus a toujours accès à tout. Chaque transaction financière, chaque communication, chaque secret honteux de ce système carcéral. Et Tank, il monte un dossier depuis 18 mois. Vous l'avez frappé hier? Ce n'était pas de la malchance. C'était la dernière pièce qu'il lui fallait. Tank se sentait physiquement malade. Les 48 heures. Ce n'était pas une menace. C'était une chronologie. Les enquêteurs fédéraux sont déjà en route. Ils seront là demain matin avec des mandats d'arrêt contre vous, Patterson, le directeur Brox et probablement une douzaine d'autres. Marcus avait besoin d'un autre acte de violence documenté de votre part pour prouver le schéma de corruption institutionnelle. Vous le lui avez donné devant 200 témoins. Ce soir-là, Tank a essayé d'appeler son frère avec son téléphone de contrebande. La ligne a été coupée. Il a essayé le numéro de Patterson. Directement sur la messagerie vocale. Il a essayé la ligne privée du directeur. Rien. Les rats abandonnaient déjà le navire, et Tank était enchaîné au pont-point dans sa cellule. Marcus Chen examinait les derniers documents sur sa tablette, un autre objet de contrebande, mais que les gardes avaient reçu pour instruction de ne pas confisquer. Chaque transaction, chaque agression, chaque dissimulation, méticuleusement documentée et recoupée avec les documents financiers indiquant précisément à qui profitait la souffrance. Son compagnon de cellule, un vieux faussaire nommé Eugène, le regardait travailler. Tu crois vraiment qu'ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait? À nous tous? Marcus referma la tablette, l'air indéchiffrable. La justice n'est pas une question de vengeance, Eugène. Il s'agit de s'assurer qu'il ne puisse faire de mal à personne. Daniel Reeves méritait mieux. Tout comme les 43 autres hommes qui ont été blessés à vie ou tués dans des « accidents » à Ironwood au cours des 5 dernières années. Devant sa cellule, Tank Harrison appuya son dos contre le mur de béton froid, comprenant enfin que le compte à rebours n'était pas pour une attaque ou une évasion. C'était la responsabilité. Et pour la première fois en 12 ans, Donnie Harrison se souvint de l'impuissance ressentie. Le lendemain matin arriva avec une tension suffocante. Tank n'avait pas dormi. Chaque bruit de la nuit ressemblait à celui d'agents fédéraux franchissant les portes. Mais l'aube se leva doucement, et la routine carcérale reprit comme si de rien n'était point sauf que tout avait changé. À eu petit déjeuner. Marcus s'assit à sa table habituelle, isolé, mais cette fois, il n'était pas seul. Tommy Liu, le pirate informatique, le rejoignit. Puis Spiderweb. Puis 3 autres détenus que Tank ne reconnut pas, tous transférés à Ironwood au cours des 6 derniers mois. Tank observait depuis l'autre côté de la cafétéria, sa nourriture intacte. Big Mike se pencha. Patron, on peut encore gérer ça. Un mot, et Shen disparaît. Les accidents arrivent tout le temps. Éprouvez tout ce qu'il dit, s'exclama Tank. Tu crois que les fédéraux ne remarqueront rien si leur témoin clé se fait poignarder la veille de leur arrivée? Fais preuve de raison, Mike. Mais le désespoir prenait le dessus sur la logique. L'empire de Tank, bâti avec tant de soin pendant 3 ans, s'effondrait, et il sentait ses hommes flairer la faiblesse comme des requins flairant le sang dans l'eau. À 10 heures du matin, le directeur Richard Brox convoqua Tank dans son bureau. C'était la première fois en 18 mois qu'ils se parlaient face à face. Le bureau du directeur sentait les cigares coûteux et le cuir. Un contraste saisissant avec l'odeur aseptisée de la prison. Brox paraissait 20 ans plus vieux que son âge, le visage gris de stress. On a un problème, Harrison.
Tu crois? Tank ne put retenir l'amertume dans sa voix. Le gardien Patterson a disparu la nuit dernière. Il a vidé son appartement, quitté la ville. J'ai reçu un message du Bureau fédéral des prisons indiquant que les enquêteurs effectueront une inspection surprise demain matin. Brox se servit un whisky malgré leur matinale. Ils ont mentionné ton nom spécifiquement. Et le mien. Tank se pencha en avant. Que veut vraiment Shen? Il doit bien y avoir un moyen de négocier. Négocier? Brox rit amèrement. Ce n'est pas une négociation, Harrison. C'est une exécution. Marcus Shen a passé 18 mois à monter un dossier solide. Il a des documents financiers montrant que j'ai détourné 30% du budget de la prison. Il a la documentation de chacune de vos agressions. Il a des enregistrements de garde organisant des bagarres pour des paris sportifs. Il a tout. Des enregistrements? Comment? Brox désigna le détecteur de fumée au plafond. Chaque bureau, chaque espace commun, chaque poste de garde. Sa cousine Sarah installe du matériel de surveillance modifié depuis 2 ans. Du matériel qui alimente directement un serveur externe auquel nous ne pouvons ni accéder ni détruire. Nous avons commis nos crimes filmés sans le savoir. Tank sentit son monde basculer. Alors, c'est fini. Tu es fini, corrigea Brox froidement. J'ai encore des options. Ma famille a des relations. Je coopérerai, je clamerai mon ignorance, je rejetterai la faute sur toi et Patterson. Je pourrai garder ma retraite si je m'y prends bien. Tank se leva brusquement. Tu me jettes au loup. Tu es le loup, Harrison. Je ne suis que le gardien de zoo qui n'a pas bien fermé la cage. Brox tourna sa chaise vers la fenêtre. On en a fini. Garde. De retour au bloc D, Tank trouva Marcus dans la cour de récréation, jouant au basket avec un groupe de jeunes détenus, à sa grande surprise. Il se déplaçait avec une grâce athlétique inattendue, et Tank remarqua autre chose. Plusieurs détenus observaient Marcus avec respect, et non avec peur. Protection. Tank s'approcha lentement, les mains visibles et non menaçantes. Le silence se fit dans la cour. On peut parler? Demanda Tank, détestant son air désespéré. Seul. Marcus passa le ballon de basket à Tommy Liu et se dirigea vers la clôture, Tank le suivant. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla point. Mon frère Chris, dit finalement Tank. Est-il en sécurité? Il va bien. Il travaille à son entrepôt, complètement inconscient de tout ce qui se passe. La voix de Marcus n'était pas moqueuse, juste factuelle. Punir des innocents ne m'intéresse pas, Tank. C'est toute la différence entre nous. Alors, qu'attends-tu de moi? Marcus se tourna pour lui faire face. La vérité. Officiellement. À propos de Daniel Reeves, du programme de travail, de tout ce que tu as vu en 3 ans. Tu témoignes pleinement, et je m'assurerai que le procureur sache que tu as coopéré. Tu seras peut-être transféré en sécurité minimale, peut-être que tu reverras Chris avant tes 60 ans. Tank rit amèrement. Et si je refuse? Alors tu porteras la responsabilité de tout. Brox se prépare déjà à te blâmer. Patterson est parti. Tous les gardes impliqués prétendront avoir obéi à tes ordres. Tu mourras en sécurité maximale, Tank, et ton frère passera le reste de sa vie à se demander si son grand frère était vraiment le monstre que tout le monde disait qu'il était. Le calcul était brutal mais clair. Coopérer et survivre, ou refuser et devenir le bouc émissaire de tout le système corrompu. Pourquoi es-tu venu ici? Demanda Tank doucement. Tu avais des preuves. Tu aurais pu les transmettre aux fédéraux de l'extérieur. Pour la première fois, l'émotion perça le calme de Marcus. Parce que Daniel Reeves était mon neveu. Le fils unique de ma sœur. Il est arrivé à Ironwood pour une infraction mineure liée à la drogue, censé être libéré dans 18 mois. Au lieu de cela, il a été affecté à ton bloc, a été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et a fini en état de mort cérébrale à l'hôpital où il est décédé 3 semaines plus tard. Tank ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une honte sincère. Il se souvint de Daniel. Un gamin effrayé, d'accent grave, peine 19 ans, qui avait vu Tank et 3 gardes frapper un autre détenu qui refusait de travailler dans la production illégale cachée au sous-sol. Je ne savais pas qu'il était de ta famille, murmura Tank. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? La voix de Marcus était d'acier. C'était le neveu de quelqu'un. Le fils de quelqu'un. Tout comme Chris et ton frère. La seule différence, c'est que je me bats pour la justice, tandis que tu luttes pour ta survie en écrasant tous ceux qui étaient plus faibles que toi. Le sifflet d'un gardien retentit, signalant la fin de la récréation. Tandis que les détenus regagnaient leur quartier,
Marcus posa une main sur l'épaule de Tank. Pas menaçante, presque 12 points. 48 heures, Tank. Demain matin, les agents fédéraux arrivent. Tu as jusque-là pour décider qui tu veux être. Le monstre qui a détruit des dizaines de vies, ou l'homme qui a enfin fait une chose décente et a contribué à mettre fin à ce cauchemar. Choisis bien. Cette nuit-là, Tank était assis dans sa cellule et écrivait une lettre à Chris. Il ignorait s'il l'enverrait un jour, s'il reverrait un jour son frère. Mais pour la première fois depuis 3 ans, Donnie Harrison pensait à autre chose qu'au pouvoir et à la survie, et elle pensait à la rédemption. De l'autre côté du pâté de maison, Marcus examina ses dossiers une dernière fois. Demain, soit tout fonctionnerait parfaitement, soit le système corrompu trouverait un moyen de se protéger et d'enterrer la vérité à jamais. La justice n'était pas garantie. Mais au moins, il lui avait donné une chance. Les agents fédéraux arrivèrent à 6h47, exactement au moment prévu par Marcus. 12 véhicules franchirent les portes d'Ironwood avec des mandats qui rendirent le directeur Brox physiquement malade depuis sa cellule, tant qu'observait les agents en coupe-vent du FBI envahir le bâtiment administratif. Il avait pris sa décision à 3 heures du matin, achevant une confession de 20 pages détaillant tout, les coups, le programme de travail illégal, les gardiens qui détournaient le regard et ce qui était réellement arrivé à Daniel Reeves. Le gardien Morrison apparut dans sa cellule. « Harrison, vous êtes recherché dans le bureau du directeur. » Immédiatement. La traversée de la prison était surréaliste. Les détenus, serrés contre leurs barreaux, observaient Tank escorté sans entrave. La rumeur s'était répandue qu'un événement majeur se préparait. Dans la salle de conférence, Tank assista à une scène impossible à imaginer 2 jours plus tôt. Le directeur Brox était assis, menotté à une chaise, son costume coûteux froissé et taché de sueur. 3 agents du FBI entouraient une table recouverte de documents et de matériel d'enregistrement. Marcus Shane était assis à la tête, non plus en combinaison orange, mais en costume civil, un badge de consultant officiel accroché à sa poche. Monsieur Harrison, dit l'agent spécial Linda Morrison, l'œil vif et la cinquantaine. J'ai cru comprendre que vous détenez des informations pertinentes pour notre enquête. Tank déposa ses aveux sur la table, les mains tremblantes. Tout y est. Nom, date, lieu. Je témoignerai de tout. Brox se précipita en avant malgré ses liens. Espèce de traître. Directeur Brox, un dernier éclat et vous serez renvoyé, dit l'agent Morrison d'un ton glacial. Elle parcourut les aveux, son expression s'assombrissant. Cela corrobore tout ce que M. Shane a fourni. Le programme de travail, les réseaux de Paris, les dissimulations systématiques. Il y a plus. Tank sortit une clé USB de sa poche. 3 ans d'enregistrement. J'ai commencé à souscrire une assurance après la mort de Daniel Reeves, car je savais qu'un jour quelqu'un finirait par tout me mettre sur le dos. Les conversations avec Brox, Patterson, les gardiens. Tout. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Il ne s'y attendait pas. Brox devint gris. C'est un enregistrement illégal. Inadmissible. En fait, lorsque la sécurité des détenus est compromise, c'est tout à fait admissible, répondit l'agent Morrison. Surtout lorsqu'il s'agit de documenter une conspiration criminelle en cours. Elle brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Les enregistrements de Tank se mirent à jouer. La voix de Brox, inimitable, discutait de la maximisation des profits du programme de travail. Patterson organisant des « accidents » pour les détenus à problème. Des gardes coordonnaient des paris sur des bagarres qu'ils avaient provoquées. L'enregistrement final était accablant. Brox et 2 membres du conseil d'administration discutaient spécifiquement de Daniel Reeves. Ce gamin en a trop vu. Il doit témoigner le mois prochain. Il faut qu'il parte. Tank peut s'en charger. Il est fiable pour ce genre de problème. Faites croire que c'est accidentel. Personne n'enquête sur les chutes en prison. L'enregistrement prit fin. Silence, à l'exception de la respiration saccadée de Brox. Je n'ai pas tué Daniel, dit Tank, la voix brisée. Mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai vu 3 gardes le jeter dans les escaliers. Je me suis dit que c'était une question de survie, que si j'intervenais, il s'en prendrait à moi ou à mon frère. J'ai vécu avec ça tous les jours depuis. L'agent Morrison fit un signe de tête à ses collègues. Directeur Richard Brox, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, racket, fraude et 40 autres chefs d'accusation. Emmenez-le. Tandis que Brox était traîné dehors en criant à propos d'avocat, Marcus se leva et fit face à Tank. Merci, dit simplement Marcus. La mère de Daniel aura enfin des réponses. 43 autres familles aussi. Je ne mérite pas de remerciements, répondit Tank. Je mérite de pourrir. Vous en subirez les conséquences,
intervint l'agent Morrison. Mais une coopération à ce niveau se reflétera dans votre examen de peine. Vous pourriez revoir votre frère, monsieur Harrison. Pendant 6 heures, Ironwood fut systématiquement démantelé. 23 gardes furent arrêtés. 4 administrateurs placés en garde à vue. L'usine de fabrication de contrefaçons électroniques, située au sous-sol, fut documentée et démantelée. Les détenus furent interrogés individuellement. Ceux contraints de participer au programme de travail furent examinés en vue d'un examen de leur peine. Plusieurs, dont Tommy Liu et Spiderweb, furent signalés pour une libération anticipée. L'après-midi, des cartes de presse étaient alignées le long du périmètre. L'affaire a fait le tour du pays. Un réseau de corruption massive démantelé dans une grande prison, des dizaines d'arrestations par les agents fédéraux. Marcus se tenait dans la cour et regardait la scène se dérouler. Sa cousine Sarah s'approcha, les larmes aux yeux. Daniel serait si fier, murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. 2 ans de préparation. 18 mois de cauchemar. Tu as réussi. On l'a fait, corrigea Marcus. Tu as tout risqué en installant du matériel de surveillance. Tommy a piraté leur système financier. Spider nous a mis en contact avec les avocats de la mère de Daniel. Même Tank a préféré la vérité à sa survie. En cours d'examen, Tank était en train d'être préparé pour son transfert dans un centre de détention fédéral en attendant son témoignage. Alors qu'il le conduisait devant Marcus, il s'arrêta. Mon frère Chris, dit Tank. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que j'essaie d'être le frère qu'il mérite, même s'il est trop tard. Marcus hocha la tête. Je vais lui dire que son frère fait enfin ce qu'il faut. C'est l'essentiel. Alors que Tank était escorté jusqu'au fourgon de transport, un événement inattendu se produisit. Plusieurs détenus se mirent à applaudir lentement. Non pas par moquerie, mais avec un respect sincère. Le monstre du bloc s'en allait, mais l'homme à l'intérieur avait enfin trouvé le courage. Le soleil se coucha tandis que les dernières arrestations étaient effectuées. Patterson fut localisé en Floride et placé en détention. 3 membres du conseil d'administration furent arrêtés à leur domicile. Tout le réseau corrompu qui profitait de la souffrance était démasqué. Marcus se tenait aux portes de la prison, respirant l'air libre pour la première fois depuis 18 mois. Sa peine était annulée, son casier judiciaire vierge. Il n'était plus un détenu, mais un consultant civil qui avait contribué à révéler l'une des plus importantes affaires de corruption carcérale de l'histoire fédérale. L'agent Morrison le rejoignit. Vous avez pris un risque incroyable, monsieur Chen. Vous infiltrer sans protection officielle, vivre aussi longtemps parmi de dangereux criminels. Cela aurait pu se terminer très différemment. Ça a déjà mal fini une fois, répondit Marcus en pensant à Daniel. Je me suis juste assuré que ça ne puisse pas se terminer ainsi pour quelqu'un d'autre. C'est ça, la justice, n'est-ce pas? Pas la vengeance, mais la prévention. En franchissant ses portes, Marcus jeta un coup d'œil à Ironwood. La prison allait faire l'objet d'une enquête pendant des mois, être réformée, voire fermée. Des vies avaient été sauvées. Un système corrompu avait été mis à nu. Un tyran qui avait terrorisé des dizaines de personnes avait appris que parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est la plus dangereuse. Non pas à cause de la violence, mais à cause de quelque chose de bien plus puissant. La vérité, méthodiquement recueillie et impossible à nier. Vous devez être Marcus, dit doucement Chris Harrison. Je vous attendais. À l'intérieur, autour d'un café, Marcus expliqua tout. Sans ménager les détails, sans atténuer la vérité sur les actes de Tank, mais sans omettre le choix final que Tank avait fait au moment le plus important. Il témoigne à nouveau la semaine prochaine, dit Marcus. Pour la 5e fois. Son témoignage a déjà conduit à des arrestations dans 3 autres États. Tout le réseau carcéral corrompu est en train de s'effondrer parce que votre frère a décidé de dire la vérité. Chris fixa son café. Je lui ai rendu visite le mois dernier. Il avait l'air différent. Plus petit, en quelque sorte. Mais ses yeux n'étaient plus vides. Est-ce que ça a du sens? Parfaitement logique. Il a retrouvé sa conscience. Cela demande plus de courage que n'importe quel acte de violence. Sortira-t-il un jour? Marcus choisit ses mots avec soin. Sa peine initiale était de 25 ans pour homicide involontaire. Avec les charges supplémentaires liées à son séjour à Ironwood, il encourait la perpétuité. Mais grâce à sa coopération et à l'importance de son témoignage, le procureur a recommandé un aménagement de peine. Il purgera probablement encore 12 ans en sécurité minimale. Il aura 52 ans à sa libération. Chris hocha lentement la tête, réfléchissant à la situation. J'aurai donc la trentaine quand je le reverrai. Mes enfants pourront rencontrer leur oncle. Il parle de toi à chaque fois que je lui rends visite, dit Marcus.
Il dit que tu es la seule chose qu'il a gardé humain pendant toutes ces années. Même lorsqu'il se faisait passer pour un monstre, il protégeait l'idée de toi comme une bouée de sauvetage. Après avoir quitté l'appartement de Chris, Marcus se rendit au cimetière de Cedar Grove. Il faisait ce trajet chaque semaine depuis 6 mois, beau temps, mauvais temps. Devant la pierre tombale de Daniel Reeves, il déposa des fleurs fraîches et s'assit dans l'herbe. « On les a eus, Danny, » dit-il doucement. « Tous. » Brooks a écopé de 35 ans de prison fédérale. Patterson de 20. 18 gardes, 4 administrateurs et 6 cadres d'entreprise qui ont profité du programme de travail forcé. Ton cas a tout débloqué. Le vent bruissait dans les arbres, et Marcus s'autorisa à imaginer que c'était la façon dont son neveu lui faisait signe. Son téléphone vibra. Un message de l'agent Morrison, audience d'appel demain pour les 40 détenus dont les dossiers ont été compromis. Il semble qu'au moins 23 obtiendront une libération anticipée ou des modifications de peine. Votre témoignage a été crucial. Le ministère de la Justice veut discuter d'un travail de consultant si vous êtes intéressé. Marcus avait passé 2 ans de sa vie en enfer pour ce résultat. 18 mois à l'intérieur d'Ironwood, vivant chaque jour avec la conscience qu'un faux pas pouvait le faire tuer. 6 mois depuis sa libération, voyageant constamment pour témoigner, fournir des preuves, s'assurer que chaque fonctionnaire corrompu soit confronté à la justice. Son entreprise technologique, Sentinel Analytics, avait été dissoute, sa réputation détruite par les accusations de fraude. Il avait perdu sa carrière, ses économies en combattant les fausses accusations, et avait failli perdre la vie. Mais assis devant la tombe de Daniel, Marcus savait avec une certitude absolue qu'il referait tout. Parce que 43 familles avaient maintenant une clôture. 23 détenus obtenaient une seconde chance. Un système corrompu avait été exposé et réformé. Et un homme violent avait trouvé la rédemption en choisissant la vérité plutôt que l'autopréservation. 3 semaines plus tard, Marcus assista à l'audience du Congrès sur la réforme carcérale. Tank témoigna par liaison vidéo depuis son nouvel établissement, sa voix stable alors qu'il détaillait les défaillances systémiques qui permettaient à la corruption de prospérer. « J'étais un monstre », dit Tank en regardant directement la caméra. « Je ne prétendrai pas le contraire. J'ai blessé des gens. Je suis resté passif pendant que d'autres étaient blessés. Je me disais que c'était une question de survie, mais c'était un mensonge. C'était de la lâcheté. La chose la plus courageuse que j'ai jamais faite a été d'admettre enfin la vérité, et je n'ai trouvé ce courage que parce qu'un homme a refusé d'être une autre victime. » Ensuite, les reporters assaillirent Marcus à l'extérieur du bâtiment du Congrès. « Monsieur Chen, vous avez tout risqué pour exposer cette corruption. En valait-il la peine ?» Marcus pensa à Daniel. Aux 23 hommes marchant libres. À Chris ayant enfin l'espoir de revoir son frère. Aux réformes mises en œuvre dans les prisons à travers le pays grâce à cette affaire. « La justice ne concerne pas la vengeance, » dit clairement Marcus. Il s'agit de s'assurer que les puissants ne peuvent pas abuser des impuissants sans conséquence. Mon neveu Daniel Reeves avait 19 ans quand il est mort dans cette prison. Il était le fils de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Sa vie comptait. La vie de chaque détenu compte. Exposer les gens qui l'ont oublié valait-il la peine de tout perdre? Absolument. Quelle est la prochaine étape pour vous? Cria un autre reporter. Je travaille en tant que consultant auprès du ministère de la Justice sur les initiatives de réforme carcérale. Nous mettons en œuvre de nouveaux systèmes de surveillance, une surveillance indépendante et des protections pour les lanceurs d'alerte. Ce qui s'est passé à Ironwood ne peut plus se reproduire. C'est l'héritage de Daniel. Ce soir-là, Marcus reçut une lettre manuscrite transférée depuis l'établissement de Tank. Marcus, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas ramener Daniel ni effacer la douleur que j'ai causée à des dizaines de personnes. Mais je peux passer chaque jour restant à essayer d'empêcher les autres de faire mes erreurs. J'enseigne maintenant des cours d'alphabétisation ici. J'aide d'autres détenus à préparer leur libération. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. Le genre de travail dont ma mère aurait été fière avant que je gâche tout. Chris est venu à nouveau. Il a apporté des photos de sa petite amie. Il dit qu'il pense à faire sa demande. Il m'a demandé si je donnais ma bénédiction, même si je ne serais pas là pour le mariage. J'ai pleuré pendant 1 heure après son départ. Première fois que je pleure en 15 ans. Vous n'étiez pas obligé de lui parler de ma coopération. Vous auriez pu le laisser penser que j'étais juste un autre monstre obtenant ce que je méritais. Merci de m'avoir donné une chance d'être à nouveau son frère, même derrière les barreaux. L'homme que vous avez rencontré dans la cafétéria d'Ironwood était Tank Harrison, et Tank méritait tout ce qui lui arrivait. Mais vous avez en quelque sorte trouvé Donnie Harrison en dessous, la personne que je pensais avoir tuée il y a des années. Vous lui avez donné une raison de revenir.
C'est la vraie justice. Pas détruire les monstres, mais aider les gens à se rappeler qu'ils n'ont pas besoin d'être des monstres. Respectueusement. Donny Harrison. Marcus plia soigneusement la lettre, l'ajoutant au dossier qu'il conservait de tout ce qui concernait l'affaire. Dans des années, quand les gens étudieront le scandale d'Ironwood, ils verront les statistiques, les arrestations, les réformes. Mais cette lettre capturait quelque chose de plus important, le coût humain de la corruption et le chemin difficile vers la rédemption. Une brute a frappé le nouveau détenu dans la cafétéria, et quelques secondes plus tard, il pleurait par terre. Mais ses larmes ne venaient pas de la douleur physique. Elles venaient du fait d'affronter enfin la vérité sur lui-même et de trouver le courage de changer. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi. C'est de lui donner l'opportunité de devenir quelque chose de mieux que ce qu'il était. Marcus voulait la justice pour Daniel, et il l'a obtenue. Mais il a aussi obtenu quelque chose d'inattendu. La preuve que même les pires personnes peuvent choisir différemment lorsqu'elles sont confrontées aux conséquences de leurs actions. Tank avait été un monstre. Mais Donny Harrison essayait, jour après jour, de redevenir un homme. Cette transformation, douloureuse et incomplète soit-elle, représentait la vraie victoire. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur les secondes chances et la rédemption. Parce que la forme la plus puissante de justice n'est pas seulement la punition, c'est créer un système où les gens sont tenus responsables, mais ont aussi la chance de réparer les choses. Marcus Shen quitta le bâtiment du Congrès ce jour-là en sachant que la mort de son neveu n'avait pas été vaine. La tragédie de Daniel avait exposé un système corrompu, sauvé des dizaines de vies, et même atteint un homme violent qui avait oublié qu'il était humain. C'était la justice. Imparfaite, compliquée, mais réelle. Et parfois, c'est le mieux que nous puissions tous espérer.